Et s'il y a eu des changements, il faut spécifier quels sont ces changements pour que la liste des invités soit à jour. Et on revient encore sur ce que vous avez dit concernant les 4 piliers et puis on a précisé également, il faut déterminer les menus. Il faut déterminer les menus. Parce qu'il y a des gens qui sont allergiques à certains aliments pour ne pas susciter des problèmes de santé. Il y a aussi la présence de députés à chacune des étapes de la visite. Ce qui veut dire quoi? L'institution qui accueille les étrangers, mais il faut que, comme je vous l'ai dit au départ, qu'il y ait une sensibilisation pour que tous les services soient impliqués réellement dans l'accueil. Ce qui veut dire quoi? Si on prend le cas de l'Assemblée nationale, tous les députés doivent être mobilisés pour accueillir ces délégations, ou bien au moins des représentants de chaque commission. Il y a aussi l'établissement d'un programme complet. Il faut qu'on ait une idée du fil conducteur. Le premier jour, qu'est-ce qu'on fait? Quel est le programme? Le second jour, ainsi de suite, jusqu'à la fin de la mission de ces personnes. C'est bon? On arrive maintenant sur le volet de l'interprétariat. Au niveau de ce volet-là, il faut une réservation. Il faut réserver l'interprète, ce qui veut dire quoi? Entrer en contact avec lui pour savoir sa disponibilité. Il est disponible quand? Est-ce que pour la période qui couvre la mission de la délégation étrangère, est-ce qu'il est disponible? Si oui, on rentre maintenant dans les formalités. On l'informe de la mission et on établit un contrat de prestation avec lui et à l'issue, on procède à son paiement, tout simplement. C'est bon? Il y a aussi les réunions de travail. Les réunions de travail. Parce qu'il ne peut avoir une mission. Il ne peut avoir une mission sans réunion de travail. Sinon, on parlerait tout simplement d'une rencontre ou encore d'un voyage de villégiature. Les gens sont venus se promener, découvrir Abidjan, la lagune, et Assini, etc. Voilà. Donc, les réunions de travail sont très importantes également. Et c'est au cœur de ces réunions de travail qu'il faut déterminer les sujets à l'ordre du jour. Quels sont les thèmes qui seront débattus? Et comme je vous l'ai dit, ça peut se situer dans une coopération bilatérale ou dans une coopération multilatérale qui peut déboucher sur différents domaines. Le domaine de la santé, le domaine de l'éducation, le domaine économique, etc. Donc c'est au cours des réunions de travail qu'on pourra débattre de tout cela. Il y a également la visite du palais Bourbon. Là, on a pris l'exemple de la France. Il faut la mentionner dans l'avis de visite. Ici, en Côte d'Ivoire, par exemple, on peut inculturer en trouvant un site touristique ou encore un site mémoriel qui caractérise la Côte d'Ivoire, mais on pourrait parler de la basilique, par exemple. La visite de la basilique ou encore, il y a d'autres sites qu'on peut ajouter là. Ou la ville de Yamoussoukro qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a aussi, au niveau de la visite, on va détailler tout, il faut prévoir la personne qui effectuera la visite, qui sera déterminée comme le guide, parce que le guide, ce n'est pas juste pour emmener les gens dans l'endroit et puis on est là, chacun fait. Non, mais il faut quand même expliquer. Donc là, la personne indiquée doit entrer en contact avec les services de Côte d'Ivoire Tourisme pour qu'un guide plutôt soit désigné pour venir assurer ce rôle-là.
Il y a aussi la langue de la visite. Vous pouvez avoir affaire à une délégation qui a une langue de travail différente de la vôtre, mais tout dépend de la manière dont vous allez procéder pour vous faire entendre. Il s'agit tout simplement de prendre un interprète pour assurer ce rôle. Assistance à la séance publique. La mentionner dans l'avis de visite. Informer le service de communication et l'unité visite plateau. Réserver des emplacements dans une galerie du public. Il faut assister à la séance publique. La séance publique ici, c'est quoi? C'est l'organisation d'autres rencontres qui vont permettre, toujours dans le cadre de la visite officielle, d'échanger sur d'autres aspects qui pourraient venir s'ajouter dans ce processus de la coopération. Mais il faut mentionner tout cela dans l'avis de la visite. Et l'avis de la visite ici, c'est en quelque sorte le courrier que vous allez transmettre, dans lequel vous allez détailler ces différents trucs. Très souvent, le courrier est accompagné du programme qui permet à votre interlocuteur d'avoir une idée de ce qu'il attend une fois sur place. Salut en séance publique. Seule la division du protocole introduit une demande de salut en séance auprès de la présidence et gère le salut avec le secrétariat général et le service de la séance selon les critères et une procédure bien définie. Là, c'est un aspect très important également. Le salut en séance publique. Pourquoi? Mais ici, c'est le service du protocole qui va jouer un rôle important. Parce que si ce service du protocole n'ordonne pas le salut, mais on pourra assister à ce dont je vous parlais tout à l'heure concernant le président du CESEC. N'importe qui, bon, d'autres vont venir tendre la main. C'est tout un cérémonial, tout un processus à suivre pour ne pas enfreindre aux règles diplomatiques. Est-ce qu'on se suit? Donc, c'est la raison pour laquelle ce salut en séance publique-là est coordonné par les services du protocole. Bon, par la suite, il y a une soirée culturelle très souvent qui émaille les visites officielles. Une soirée culturelle où on peut, bon, la Côte d'Ivoire qui reçoit, on peut présenter un peu toutes nos valeurs culturelles ici, notamment en termes de gastronomie, en termes de musique, en termes d'art, etc. Et ça peut induire même des échanges culturels. L'autre délégation aussi peut venir avec certains aspects culturels et les échanges. Et on procède à l'étape des cadeaux. Et cette étape des cadeaux répond à un principe. Il faut vérifier au préalable si les autres ont prévu ça aussi. Sinon, ont prévu de donner des cadeaux également pour éviter des incidents diplomatiques. Et par la suite, il y a le départ de la délégation. Comme je vous l'ai dit, la porte d'entrée pour l'organisation complète d'une visite officielle, c'est d'abord l'accueil de la délégation. Et l'accueil de la délégation, si elle est mal faite, mais automatiquement, ça va impacter la suite de la mission. Et dans cet accueil, on vient à la rencontre de la délégation. Une fois que la délégation est installée, qu'on a fini les différentes réunions, mais il faut les raccompagner à la porte du lieu, soit si c'est un immeuble ou bien à la présidence ou à l'Assemblée nationale. On ne reste pas à l'intérieur du bureau et puis bon, on laisse les invités partir d'eux-mêmes. Il faut toujours les accompagner, c'est très important dans les règles protocolaires. La troisième partie. Deux questions. Oui, allez-y. La première question concerne les notions de visite d'État Oui. et visite officielle. Oui. Les deux notions internationales, c'est la même chose. Bon, il y a une nuance également. Les visites d'État ont
une influence beaucoup plus officielle, beaucoup plus coordonnée, parce que là, ça répond à un processus de coopération bilatérale. Est-ce que vous voyez? C'est d'un commun accord, les deux États s'entendent et la rencontre est faite pour que les échanges puissent se faire. Maintenant, la visite officielle, là, tous les services des deux États sont informés de la présence et on prend en compte pas mal d'aspects, notamment concernant le déplacement de la population. On mobilise en quelque sorte tous les services de l'État pour accueillir l'homologue qui vient. Est-ce que vous voyez? La visite d'État, c'est beaucoup plus pour régler des situations qui peuvent exister entre les États, des enjeux qui engagent l'avenir de différents États, mais la visite officielle, elle va impliquer la mobilisation de toutes les structures. Ça a un élan un peu plus d'affectivité ou bien d'amitié, beaucoup plus dans ce genre de cadre. La deuxième question, la visite du palais Bourbon, on parle de la langue de la visite. Et pour ce faire-là, est-ce que c'est l'interprète qui sera à côté du guide touristique pour traduire ou bien c'est... Ok, donc à ce niveau, il faut qu'il y ait une communication, un dialogue entre l'interprète et le guide. Est-ce que vous voyez? Les deux peuvent s'entendre ou encore, peut-être le guide peut mettre à disposition un test qui va retranscrire chaque étape et maintenant à l'interprète de traduire cela. Parce que si on les met les deux en même temps en train de parler, ça risque de créer trop de grabuge. Merci. Ok. Donc, troisième partie. Aspect financier d'une visite ou d'une mission. Grand 1, obtention et gestion des fonds nécessaires. Les étapes préparatoires. La demande de crédit. La demande de crédit doit, dans la majorité des cas, être matérialisée par une décision de questure. Le fonctionnaire responsable de la mission ou qui reçoit une délégation prépare un devis. Dès que les éléments liés aux dépenses sont connus, il rédige un courrier à la signature du président de l'organe de l'Assemblée nationale compétente. Ces deux éléments sont adressés soit à la division du protocole pour les services à vocation internationale, soit aux centrales des commissions. Certains directeurs de services ont reçu une délégation de pouvoir et peuvent eux-mêmes introduire une demande de crédit. Donc, à ce niveau, la demande de crédit est importante pour pouvoir organiser une visite. Parce que sans l'aspect financier, comment est-ce que pouvez-vous parvenir à organiser une visite de sorte à ce que les résultats escomptés soient atteints? Mais c'est la raison pour laquelle ici, le fonctionnaire responsable de la mission, le chef de mission, va préparer un devis dès que les éléments liés aux dépenses sont connus. Et la première des choses, c'est d'abord d'identifier les lignes de dépenses. Vous voulez accueillir les gens, ça va demander de mobiliser de la logistique, de mobiliser du personnel. Mais tout cela, on évalue. Et c'est sur la base de l'évaluation des dépenses que la demande de crédit est engagée. Bon, ça, c'est au niveau de cette institution. Mais indépendamment de cette institution, il peut y avoir d'autres choses. Donc, cette demande de crédit-là va susciter
pas mal d'aspects. Cette demande de crédit va demander également d'avoir recours aux caisses de l'institution et voir comment est-ce que la caisse de l'institution peut couvrir les dépenses liées à cette visite. Est-ce qu'on se suit? La préparation d'un devis ne s'improvise pas et nécessite d'écouter les conseils des collègues avertis. Hormis les dépenses dont le montant est facile à déterminer, frais de voyage, hébergement et restauration qui font l'objet de montants forfaitaires variables selon la destination, il est utile de prévoir des crédits pour des dépenses imprévues ou mal connues à l'avance. Frais d'interprétariat en France comme à l'étranger, transport sur place, taxi, achat de petits cadeaux, etc. Donc voilà un peu ici l'inventaire des dépenses qu'on peut établir. Pourquoi? Parce que la préparation du devis, comme il est dit ici, on ne peut pas l'improviser. C'est vrai, vous pouvez avoir les lignes de dépenses qui peuvent être variables ou invariables, mais toujours est-il qu'en plus des lignes officielles connues, qui font référence aux frais de voyage, à l'hébergement, à la restauration, mais il faut ajouter d'autres frais, les frais d'interprétariat. Parce que là, ce sont des prestations de particuliers. Ça peut varier. Il y a aussi le transport sur place. Donc, très souvent, les gens préfèrent la location de véhicules. Et il y a des standards concernant les prix. Il y a aussi les taxis ou les achats de petits cadeaux. Il est important de noter que le fonctionnaire en charge de la mission ou de la réception est généralement désigné comme le responsable des fonds. Est-ce que vous voyez? Donc, le fonctionnaire responsable de la mission, le chef de mission, il a plusieurs casquettes. Il coordonne, mais en même temps, il gère les fonds. Et cette gestion des fonds fait de lui le maillon essentiel de l'utilisation de la manne financière à telle enseigne qu'il doit au préalable établir un bon devis, proposer la requête pour que cette requête-là puisse répondre véritablement à ses attentes et aux besoins de la mission. Mais s'il établit un devis et qu'il soumet le devis pour validation et que les fonds sont décaissés et que sur place, on se rend compte que ce qu'il a demandé est en deçà de ce à quoi ils sont confrontés, et ça, c'est à ses risques et périls. Mais c'est la raison pour laquelle la dimension des imprévus est importante. Et c'est sur cette ligne-là, il faut mettre une bonne somme pour ne pas être surpris. Est-ce qu'on se perçoit? Il est important de noter que le fonctionnaire en charge de la mission ou de la réception est généralement désigné comme le responsable des fonds. Les dépassements de crédit sont difficiles à gérer et supposent l'obtention d'une nouvelle décision de questure a posteriori. Vous voyez, donc ça va engager une autre procédure. S'il a fait un mauvais débit, et le temps que tout cela soit validé, on sait un peu comment l'administration fonctionne, mais il est clair que ça aura un impact. Pour autant, il faut éviter la tentation de gonfler inutilement les débits initiaux pour se prémunir contre les dépassements. Donc tout cela doit se faire aussi dans les règles de l'art. Ce n'est pas parce qu'on a dit imprévu qu'il faut aller mettre des imprévus même qui dépassent le budget initial. Donc il faut faire les choses en tenant compte en quelque sorte de la réalité. La réalité qui se présente à vous. La décision de questure. Une décision de questure est une autorisation d'engager les crédits
prise par le collège des questeurs en réunion. En période de session, les questeurs se réunissent habituellement une fois par semaine, le mardi ou le mercredi. Les demandes de crédit doivent donc être déposées avant le jeudi précédent auprès de la division du protocole ou du central des commissions. En cas d'urgence, il existe une procédure qui permet au secrétaire général de la questure d'anticiper sur la décision des questeurs et de faire ratifier sa décision lors de la réunion suivante. Mais cette procédure doit rester exceptionnelle. Il faut donc être prévoyant et faire attention aux délais, notamment en période de vacances parlementaires, pour que la décision de questure, si elle est nécessaire, soit signée en temps utile. Donc, il est très important de savoir que les procédures prennent du temps, mais en valent la peine. La gestion des fonds, le versement des fonds. Le fonctionnaire qui accompagne la mission ou qui reçoit une délégation prend les fonds nécessaires auprès de la trésorerie de l'Assemblée nationale. Comme aucune espèce ne sont délivrées et comme la trésorerie n'effectue pas les virements à des fournisseurs extérieurs, hôtels, restaurants, il est nécessaire de faire virer les fonds sur un compte spécial. Attention au délai de virement d'au moins 48 heures. Donc voilà un peu les mesures de précaution qu'il faut prendre pour que les fonds soient virés à temps et pour que ces fonds qui sont virés à temps puissent servir à l'activité, à savoir l'organisation de la mission. Il est donc préférable de faire ouvrir un compte dédié aux missions ou réceptions afin d'éviter le recours à un compte bancaire ou postal personnel. Donc, ici, le but, c'est de tout faire pour éviter de faire un virement sur un compte personnel. Donc, il y a un compte dédié, un compte spécial qui sera ouvert sur lequel les virements seront faits afin d'éviter beaucoup de choses. Seul le directeur des affaires financières et le trésorier de l'Assemblée nationale peuvent autoriser à titre exceptionnel que les fonds soient versés sur le compte d'un autre fonctionnaire que celui indiqué sur la décision de questure. Donc tout ça, c'est dans des règles et des volontés une volonté de transparence que cela est fait. Les moyens de paiement. Le fonctionnaire qui accompagne une mission hors de Paris se munit des moyens de paiement adaptés. Argent liquide, euros ou devises, carte de crédit, éventuellement chèque bancaire pour régler les dépenses avancées par une ambassade ou un interlocuteur extérieur, etc. En s'assurant que les moyens de paiement prévus seront utilisables sur place. Donc ici, il est important de savoir quels sont les moyens de paiement. Et c'est la raison pour laquelle le fonctionnaire qui accompagne une mission doit se munir des moyens de paiement adaptés. Tout à l'heure, on donnait l'exemple ici. Il y a l'argent liquide, euros ou devises, parce qu'il faut s'assurer d'avoir la devise du pays dans lequel on va. Mais les cartes de crédit, éventuellement, chèque bancaire, là, on a vu un peu les risques. Si vous vous fiez totalement à ça, mais il est clair que bon, le séjour risque d'être écouté ou dérangé. En s'assurant que les moyens de paiement prévus soient utilisables sur place. Voilà la question. Et ici, bon, généralement aussi, nos
sociétés bancaires là, souvent ils donnent des informations, mais quand tu vas sur le terrain, tu constates autre chose. Dès que le gars, bon, il devait avoir un travail préalable pour décanter la chose pour que son opération puisse se faire ailleurs. Mais bon, donc c'est très important de s'informer avant de prétendre utiliser des cartes de crédit à l'extérieur. Pour les missions à l'étranger, il est toujours utile de se munir de petites coupures. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Notamment en dollars ou en euros, nous on va dire francs CFA, mais ça dépend du pays vers lequel on va. Voilà presque partout. Pour régler les pourboires à l'arrivée bagagiste de l'aéroport ou de l'hôtel. Les délégations sont souvent accueillies à l'étranger dans les salons d'honneur. Et il est toujours difficile pour un fonctionnaire de faire attendre une délégation parce qu'il se rend à un bureau de change. Donc vous voyez, une fois que vous êtes dans l'avion, c'est du sang à l'heure. Bon, il peut y avoir des périodes d'intermittence, mais ça c'est juste pour vous reposer. C'est pas maintenant. Donc c'est mieux de faire vos choses avant d'arriver. En cas d'usage d'une carte de crédit personnelle ou liée à un compte dédié, il est recommandé d'accorder une attention particulière au plafond de dépenses appliqué à la carte. C'est très important. C'est très, très important. Dans certains cas, une démarche préalable auprès de l'organisme ayant délivré la carte permet d'obtenir la levée temporaire du plafond de dépenses et de pouvoir ainsi, lors d'une mission, régler toutes les dépenses sur place. Donc, il y a un travail préalable à faire. Si vous aspirez à ce qui n'est pas conseillé, voyager avec votre carte de crédit. Il est pratiquement impossible d'obtenir cette levée du plafond depuis l'étranger. C'est un peu la situation du monsieur. Il est ici, la carte est avalée, donc là on ne peut plus rien faire. Hein. C'est de retourner au pays pour chercher à voir nous. Ok. Grand 2, les rendus des comptes. Le rendu des comptes. La justification des dépenses. Le fonctionnaire en charge de l'organisation d'une mission ou d'une réception est responsable des fonds qui lui sont confiés. Son nom figure sur la décision de questure. C'est lui qui doit régler l'ensemble des dépenses relatives à la mission ou à la réception. À l'exception, dans la majorité des cas, des dépenses de voyage au départ de Paris gérées directement par la division des transports. Donc ici, on se rend compte que le fonctionnaire en charge de l'organisation d'une mission, le chef de mission ou d'une réception est responsable des fonds. On l'a déjà dit, qui gère les fonds qui lui sont confiés. Son nom figure sur la décision de questure. Ce qui veut dire quoi? S'il y a une mauvaise utilisation, bon, on sait déjà à qui s'en prendre. C'est lui qui doit régler l'ensemble des dépenses relatives à la mission ou à la réception. Donc, automatiquement, il devient un fondé de pouvoir, mais ces pouvoirs sont surveillés de près. Chaque dépense devant être justifiée par une pièce comptable. Très important, le fait de laisser des traces. Il est nécessaire que le fonctionnaire responsable d'une avance s'assure chaque fois que c'est possible, en tout cas systématiquement pour l'hébergement et la restauration, que les pièces comptables correspondent à de véritables factures précisant la nature et le coût des prestations et non à de simples justificatifs de paiement. Par exemple, une note d'hôtel, de restaurant ou d'achat d'un cadeau sont de véritables factures, alors que des récépissés de cartes de crédit ne sont que des justificatifs de paiement. Donc, il doit demander à chaque étape des reçus.
Suppléer à l'absence de pièces justificatives pour certaines dépenses taxis petits fournisseurs pour lesquels il ne peut pas exister de justificatif ou si ceux-ci ont été égarés par une note du type X, fonctionnaire responsable de l'avance certifie avoir dépensé la somme de pour... Bon, ça, généralement, on se méfie de ce genre de documents. Non, c'est ce que chez nous on appelle l'attestation sur l'honneur. Ah, ok. Parce que quand tu voyages, effectivement, il y a des choses pour lesquelles tu ne peux pas avoir Tu ne peux pas avoir de reçus, oui. Donc, il y a un formulaire qui est là, le certificat. Qui est déjà établi. Mais le temps, test, temps. Oui. Voilà. Et puis tu signes. Tout à fait. Et puis on se base sur ça pour te rembourser. D'accord. Bon, là c'est vrai qu'on c'est ça aussi. Mais il y a quand même des limites, il y a des montants qu'on ne peut pas. Ouais. C'est pourquoi, comme je dis, Oui. il faut là où il nous faut avoir les reçus et les factures. Oui. C'est important. C'est important. Ça vous couvre de toute susceptibilité. C'est le cas. De même, toute dépense imprévue d'un montant élevé devra être justifiée par une note. C'est le cas lorsqu'une délégation en mission a invité pour un repas certains de ses correspondants alors qu'aucun crédit n'avait été prévu pour cette opération. Ou lorsque l'annulation d'un événement a conduit à payer des dédits à des fournisseurs de services. Pour les députés voyageant seuls, il convient d'éviter de verser des sommes avant le départ, sauf le cas des indemnités journalières forfaitaires, dont ils n'ont pas à justifier la dépense. Le fonctionnaire responsable d'une avance remboursera aux députés les dépenses a posteriori. Sur présentation des pièces justificatives correspondant aux dépenses, ou demandera aux députés de remplir les attestations quand ils ne peuvent disposer de justificatifs. C'est ce dont parlait tout à l'heure. Car notamment des dépenses en espèces. À défaut que cela soit totalement possible, il convient de ne verser avant le départ qu'une somme limitée constituant une provision pour des dépenses courantes. L'essentiel, notamment hôtel et généralement repas, étant réglé par carte de crédit et remboursé au retour. Donc c'est en quelque sorte ce dont on parlait tout à l'heure. La restitution des fonds et la présentation des comptes. Le fonctionnaire responsable d'une avance doit rendre les comptes de mission ou de réception dans un délai compatible avec leur vérification. En particulier en fin d'année, clôture d'un exercice fin janvier ou en fin de législature. Dans le cas contraire, il risque d'être impossible d'obtenir des informations complémentaires sur les pièces comptables ou la nature des dépenses et de procéder à d'éventuelles régularisations. Tout compte de mission ou de réception doit être accompagné d'une feuille récapitulative signée par le fonctionnaire responsable de l'avance, sauf dans les cas les plus simples où il n'y a qu'une seule dépense, par exemple frais d'interprétariat ou déjeuner. Donc ici, c'est tout simplement évident et nécessaire de veiller à avoir la documentation, la traçabilité. Parce que quand l'étape de la restitution des fonds et la présentation des comptes va se présenter, si vous n'avez pas cherché à collecter de preuves, ça va compliquer cette étape. Donc il faut intérioriser cela. Les dépenses payées en devises sont présentées
converties en euros et méritent d'être traitées avec clarté. Si elles ont été réglées par carte de crédit, c'est le montant figurant sur le relevé de compte qui doit être inscrit dans le compte de mission. Tout simplement. Ce montant tient en effet compte du taux de conversion réel et des éventuelles taxes bancaires. Une photocopie du relevé bancaire ou postal peut alors s'avérer utile. Donc là, on est toujours dans la justification. Oui, allez. Parce qu'en fait, la réalité est que lorsque tu vas dans un pays comme la Guinée, par exemple, d'accord, là-bas, la monnaie fluctue au jour le jour. Ouais. Et donc, du coup, tu peux aller payer l'hôtel. Oui. Tu auras un taux. Oui. Et puis, demain ou après-demain, quand tu vas venir, quand tu veux faire tes liquidations, c'est-à-dire les justificatifs, oui. Par moment, les gens vont sur Oanda pour aller prendre le taux du jour. D'accord, ouais. Et donc, quand tu le fais, ça peut être à ton avantage ou à ta défaveur. Tout à fait. Et donc, très souvent, les gens, c'est ce qui les arrange qu'ils prennent. Oui. Donc, pour éviter ça, le jour où tu as fait le paiement, là, ça t'a débité. C'est ça, ouais. Et donc, il y a un montant qui sort que tu as payé 15 millions de francs guinéens. Oui. Et voilà ce que ça t'a débité. Oui. Et c'est ça que tu dois prendre pour faire ta justification. Tout à fait. Donc, tu ne vas pas... En faisant une capture, ouais. Voilà, en faisant une capture et autres. Tout à fait. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Tout à fait. Merci bien. C'est très important. Oui. Si elles ont été payées en espèces, elles doivent être converties en euros, une à une ou par groupe, au taux d'achat de la devise qui figure dans le récépissé fourni par l'établissement de change. À la fin du compte, il est nécessaire d'indiquer le taux auquel les devises ont été achetées et, en cas de revente de devises inutilisées, de faire figurer les pertes de change qui constituent une dépense diverse, quelquefois non négligeable. S'il a été fait usage de taux de change différents, passage dans divers pays, taux de change différents selon le mode de paiement, il suffit d'indiquer par un renvoi à la fin des comptes les différents taux de change utilisés. Afin d'améliorer la présentation des comptes et de faciliter leur vérification, plusieurs modèles sous Excel sont disponibles. Donc voilà en quelque sorte les différentes dispositions à prendre pour que lorsque vous gérez les missions, vous êtes chef de délégation, qu'à la fin, le rendu des comptes puisse se passer sans trop de suspicion. Donc il faut tenir compte de ces différents aspects, et ce qui suppose que les membres de vos délégations qui peuvent être emmenés également à mener de telles opérations du genre des dépenses propres, mais puissent les justifier en laissant des traces. Parce que c'est tout cela qui va finir par faciliter votre tâche et vos activités à terme. Voilà. Questions, préoccupations, réactions? Allez-y, M. Bema. Vous aviez posé une question relativement aux obstacles à éviter pour réussir une mission à une visite officielle. Tout à fait. J'ai répondu. Oui. Mais au moins, le feedback était sorti. Oui. Donc, on va vous réagir encore. D'accord. La première question. Maintenant, la deuxième question. Quelle est la différence fondamentale ou quelles sont les différences fondamentales entre l'organisation d'une visite officielle et celle d'un entretien? Oui. Voilà, oui. Des différences fondamentales. Oui.
Ok. Donc, les différences fondamentales entre l'organisation d'une visite officielle et d'un entretien. Ok. Les différences fondamentales ici, la visite officielle, ben, ça s'inscrit dans un cadre beaucoup plus vaste. Est-ce que vous voyez? L'entretien est une partie intégrante de la visite officielle. Parce que c'est au cours de la visite que vous aurez différents échanges, différentes délégations que vous allez rencontrer pour vous entretenir avec eux. Est-ce que vous voyez? Donc, l'entretien, ce que vous pouvez dire au cas où il y a une question comme ça, l'entretien est partie intégrante de la visite officielle. C'est un maillon en fait. Les obstacles à éviter pour. Une relation. Ok. Donc, les obstacles à éviter, c'est une très bonne question, mais il faut d'abord chercher à voir si toutes les décisions prises concernant l'activité sont suivies. Il faut chercher d'abord à voir si tous les participants détiennent les documents recommandés pour l'obtention du visa. Premier niveau. Deuxième niveau, il faut chercher à voir également si les informations reçues tiennent toujours pour le démarrage de la mission. Parce qu'il peut y avoir des changements à n'importe quel moment. Troisième niveau, il faut chercher aussi à voir comment est-ce que vous pouvez mettre en place une stratégie de veille quotidienne ou permanente, de sorte à ce que les changements qui vont s'opérer durant la mission puissent être rapidement pris en charge. Parce que lors de la période Covid, où on demandait forcément des tests PCR pour faire choses, mais il y a plusieurs délégations qui sont venues comme ça. Au moment où il fallait partir, les gens étaient beaucoup plus préoccupés par le fait d'aller avoir leur test PCR que de terminer la mission. Est-ce que vous voyez? Donc ça, il peut y avoir une équipe de veille qui va gérer ces questions-là, de sorte à ce que les participants puissent avoir l'esprit dégagé. Parce que vous venez pour une mission pour un certain nombre de jours, mais à partir du moment où on vous dit que bon, vous êtes testé positif, mais là, le séjour s'allonge. Est-ce que les moyens financiers décaissés pourront assumer le reste des jours? Bon, après, il faut entrer dans des procédures de justification, tout ça. Donc, ce sont des éléments à prendre en compte également. Voilà en quelque sorte les différents aspects qu'il faut éviter. Merci beaucoup. Ok, merci bien pour votre présence et votre écoute soutenue. Donc voilà, on vient d'achever ce module. Et, je vous dis bonne chance pour l'examen. Une dernière question. Oui, oui. Quel est le format Oui. de l'évaluation des acquis? Ok, ce sont des QCM, questions à choix multiples, et, questions avec plusieurs propositions de réponses. Là, vous choisissez la réponse la plus adaptée. Merci beaucoup. Ok. Je pense qu'il y aura des vrais ou faux, il y aura aussi des questions relatives aux définitions. Aussi, je vais vous demander de confirmer si telle phrase est en rapport avec la question posée. Bon, c'est des choses de ce genre. Okay. Faites attention, souvent il y a des petits pièges, des virgules qui sautent ou des mots qui sont remplacés. Ça attrape niveau. Ouais. Ok, vraiment, merci bien.
que c'est pas quand même. Ah, C'est peut-être en ligne. Les deux premières compositions, j'ai raté, hein. Donc, Ah bon? oui, Il y a eu deux compositions. oui. Les deux compositions. Ouais, j'ai donné le premier module. Ah, Mais c'était histoire de la diplomatie. ah Histoire bon? de la diplomatie. Après ça, il y a le docteur Dobé qui avait fait un cours aussi. Donc c'est tellement. Ouais, ils avaient mis ça en ligne, j'ai été appelé. Ah, vous n'avez pas fait mon boulot, oui. Si j'ai composé. Ah. Ah bon. C'est quand ça? Voilà, c'est avant que nous commence. Ah. Maintenant, comment on peut se rattraper? Bon, je pense qu'ils vont reprogrammer des sessions pour vous. D'accord. Reprogrammer des sessions pour vous pour pouvoir rattraper ces évaluations. Ok. Pour vous, vous avez fait quel module avant ça? Histoire de la diplomatie. Histoire de diplomatie. Ok. Ok. Bon, bonne chance. Merci, merci, merci. Hein? Ah, tu peux chercher. C'est sur le site. Ouais, c'est sur le site. Directement. Ah, en fait, directement là-bas? Oui. Ah, coach, et puis ça va. Directement. Et puis, dès que tu ouvres net, là, ça commence à monter. Les secondes. Ah. Ça dit Il des secondes dans le gars. y a un temps déterminé, hein, c'est Voilà, il y combien a pas déterminé. Voilà, Donc là, on ne peut pas ouvrir, fermer et puis revenir. C'est ça. Ouais, c'est pas fait. Ah bon? On n'a pas fait d'autres avec nous. ça a été sur notre les trucs là. Ils m'ont envoyé un lien. Quand j'ai ouvert le lien, peut-être automatiquement. Ça commence à compter. Hein? 59 secondes, on est à 58, et c'est déjà le c'est pas facile. Ouais. Mais bon, Va vite, nous. ça va très très vite. Et quand tu finis, tu valides. Avant de valider, même là, tu réfléchis plusieurs fois. C'est ça. Parce que dès que tu valides automatiquement, tu vas t'annoncer la plus. Qui? Dès que tu valides net, En même temps, la sauce. en même temps, ça sort. Ça nous sort. Ouais, c'est ça. Quand on entend bien dans vos messages, vous allez voir. Vous allez voir le livre. Ah bon? C'est envoyé par qui? Tu vas me Ah bon? Ça est sur le site? Oui. Dans la minute. De temps en temps, d'accord. Non, c'est mieux de visiter de temps en temps. J'ai compris, mais c'était dans quel mois même? C'était le mois passé là. Le 8 mars. Le 8 mars. Moi, je suis arrivé le 22 mars. Non, c'est le 16, c'est commencé. Puis j'avais commencé le 23. D'accord, docteur. Ok, On se voit quand? certainement le samedi prochain. C'est le prochain module, Ah. c'est moi qui vais la suivre. D'accord, donc moi je vais vous suivre en ligne. Ok. Alors, ça y est là, on veut voir. C'est un message comme ça qu'ils nous ont envoyé. Je crois, le 20 mars. Le 20 mars, j'étais pas encore. Le 20 mars, et puis, vous avez vu, il y a ça aussi, le lieu ici. Les cours même ont commencé quand effectivement. En octobre.
Juste après la canne. Alors, Juste après la canne.